Bonjour, bienvenue à cette première capsule du cours 6 sur la communication marketing. Alors, on va faire 2 capsules pour le thème de la communication marketing. Une capsule par thème abordé. Alors, le premier thème abordé, c'est la gestion des communications et le deuxième thème abordé, c'est la gestion des parties prenantes. Alors, dans la première capsule, les objectifs d'apprentissage principaux, c'est de comprendre les principales composantes de la communication marketing pour une organisation sociale, puis ensuite saisir les principaux défis de la communication. Alors, c'est sûr que toutes les organisations ont des défis de communication, mais il y a des défis qui sont spécifiques aux organisations sociales et on va les couvrir pendant la capsule. Alors, première partie, bon, la communication marketing. Alors, il y a la nature des communications pour une organisation sociale. En fait, il y a vraiment des pour et des avantages et des inconvénients. Alors, le contenu d'une organisation sociale, c'est que ça peut être très mobilisant, ça peut être inspirant, ça peut être stimulant, engageant. Alors, vraiment, là, tout dépendant de votre mission, ça peut être très, très, très efficace, mais en même temps, certains messages peuvent être émotionnels, ça peut être délicat, OK? Puis ça peut être aussi, des fois, un petit peu jouer avec les émotions, puis toucher le côté éthique du côté émotionnel. Alors, il faut vraiment faire attention. Parfois, un petit peu faire des tests avant d'aller de l'avant avec certaines communications, surtout qu'on joue avec des fonds, on joue pas, on utilise des fonds qui sont assez difficilement collectés. Alors, puis ils viennent de différents milieux, hein. Les fonds qu'on va avoir accumulés, par exemple, milieu privé, milieu public, alors des dons. Alors, quand on investit, il faut s'assurer que notre communication est bonne, efficace, puis que aussi nos parties prenantes ne sont pas affectées non plus trop délicatement par les communications qu'on met de l'avant. Aussi, les objectifs ne sont pas tout le temps clairs comme dans d'autres organisations. Alors, dans d'autres organisations, on segmente le segment de marché qu'on veut, avec lequel on veut communiquer. On segmente, on regarde les segments qui sont possibles à cibler dans un marché. On veut communiquer avec des femmes entre 35 et 45 ans pour ce produit-là. On les cible. On regarde comment c'est facile ou avec quels moyens on peut les communiquer avec eux. Puis, on communique un message clé pour communiquer avec ces personnes-là. Mais dans une organisation sociale, c'est pas aussi clair que ça. OK? Les objectifs peuvent être multiples. Puis dans une organisation sociale, ça peut être autant de créer des emplois que de, par exemple, fournir des vivres ou de la nourriture à des personnes dans le besoin. Et il n'y en a pas nécessairement un objectif qui prime sur l'autre. OK? Alors, parfois, ces objectifs-là peuvent être ambigus. Alors, la façon de communiquer ces objectifs-là peut devenir complexe. OK? Alors, à mettre dans une communication assez synthétisée. Et les ressources sont limitées. Alors, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire partout. Alors, il faut optimiser les communications pour maximiser l'impact de chacune des communications auprès de l'audience cible. Alors, dans le fond, le plan de communication, il faut premièrement faire un état des lieux. Bon, c'est quoi qu'on veut communiquer? C'est quoi le sujet? Et c'est quoi l'état actuel de notre situation? OK? Alors, où on en est? Quel est, mettons, le degré de connaissance de notre audience cible par rapport à ce sujet? Puis, quel est l'état souhaité de l'audience cible par rapport à le sujet souhaité? OK? Alors ensuite, on établit une stratégie de communication pour amener de l'état actuel des choses à l'état souhaité des choses. Alors, les objectifs, l'audience et quels sont les moyens qu'on va utiliser pour arriver à nos fins, compte tenu des coûts, OK? Les coûts, les responsabilités, la planification
OK? Compte tenu de tout, dans le fond, les moyens. Puis ensuite, il y a l'évaluation. Alors, il faut faire le contrôle. En fait, est-ce qu'on est arrivé à l'état souhaité? Est-ce qu'on est arrivé à l'état souhaité avec les coûts et la planification? Est-ce qu'on a redirigé certaines choses? Est-ce que les résultats ont été bons? Est-ce qu'on a atteint les résultats escomptés? Est-ce qu'on devrait corriger? Ou est-ce que ça a été encore meilleur qu'on aurait pensé? OK. Alors, par exemple, ça, c'est un exemple d'état des lieux. Alors, c'est le contexte, OK? Alors, une OBNL doit faire face à une situation de crise et un de ses collaborateurs a détourné des fonds pour une utilisation personnelle. OK? Alors, dans le fond, là, les donateurs, ils manquent de confiance, OK? Parce que quelque chose, alors ça, c'est pas nécessairement une communication marketing, mais c'est dire, bon, on a un problème, on a une crise face à possiblement une rentrée d'argent, OK? C'est une communication marketing face à des donateurs potentiels, le groupe donateur ou le groupe financier. On veut rétablir la confiance pour possiblement conserver l'ensemble des bailleurs de fonds et aussi éventuellement pouvoir en gagner des nouveaux. Alors, le sujet à communiquer, le cœur du problème, c'est ce qui s'est passé, quelles sont les mesures qui ont été prises et pour que ça ne se reproduise pas et quelles sont les conséquences sur l'organisation. Alors, la stratégie, ensuite, les objectifs. Alors, rassurer, maintenir la confiance. Les cibles, alors l'audience, on parle des bailleurs de fonds. Ensuite, les moyens, peut-être qu'ici, on parle d'appels téléphoniques, de courriers personnalisés, email, rencontres éventuellement. OK? On pourrait possiblement avoir d'autres stratégies, mais ça pourrait, avec des moyens très limités, arriver à cet objectif. Alors, l'implantation. Alors, le coût est peu significatif par rapport aux enjeux. Alors, on peut le faire maintenant. Puis les responsabilités, mais idéalement, il faut que ce soit des gens qui sont quand même en situation de prise de décision dans l'organisation. L'évaluation, est-ce que la confiance des bailleurs de fonds est maintenue? Est-ce que la courbe des dons a cessé de s'infléchir? Alors, ça, c'est comment on évaluerait, dans le fond, les résultats. Alors, quelques conseils avant de passer à l'action dans votre planification de communication. Alors, quel est le message que vous souhaitez communiquer? OK? Puis, quelles sont les cibles? OK? Parce qu'il y a plusieurs objectifs, parfois il y a plusieurs cibles. Est-ce que c'est une communication qui sera des commanditaires? Est-ce que c'est une communication qui ira à des bénéficiaires, à la communauté, à des bailleurs de fonds? OK? Alors, il faut juste savoir à qui on s'adresse. Ensuite, quel est le moyen de communication le plus adéquat pour ces gens-là, OK, pour l'audience cible? Et quel objectif souhaitez-vous atteindre par la communication? Est-ce que c'est juste une prise de connaissance de qui vous êtes? Est-ce qu'on veut un call to action, une mobilisation par l'action? Est-ce qu'on veut une compréhension des enjeux, une sensibilisation? Alors, tout dépendant du degré de connaissance, de sensibilisation de chacun des audiences avec notre organisation, sa mission et les enjeux sociaux qui s'y rattachent, ben, on va opter pour un différent type de communication et possiblement un différent type de moyens. Alors, une des choses qui est vraiment importante que d'autres organisations ont peut-être pas autant, c'est de mettre en valeur le capital organisationnel de l'entreprise. OK? Dans le fond, il y a une mission sociale qui est très, très, très importante, puis qui est au cœur de l'organisation. Les valeurs, le statut en tant qu'organisation sociale, l'histoire qui peut générer beaucoup de contenu. Okay? Alors, ça, c'est du capital organisationnel qu'on peut mobiliser. On peut mobiliser les bénévoles. C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur qualité? OK? Alors, ça, c'est une ressource importante, un capital organisationnel que d'autres organisations ne pourraient pas nécessairement
avoir comme ressources, mais étant donné les ressources très limitées de l'organisation sociale, c'est quand même très important de capitaliser sur cette ressource-là. Bon, quel est le moyen de communication le plus adéquat? Là, c'est sûr qu'on va regarder le coût versus l'efficacité parce qu'on a des moyens financiers très limités. Alors, on veut avoir l'impact, on veut avoir l'efficacité. Alors, tout dépendant de l'audience qu'on recherche, il faut regarder, est-ce qu'on regarde pour une audience vaste? Est-ce que, par exemple, on recherche des dons privés vastes? OK? Alors, si on recherche des dons privés en masse, ben, peut-être qu'on ne va pas utiliser la même stratégie. On pourrait utiliser, par exemple, des courriels de masse ou du courrier de masse. Mais si on nos audiences de niche, on ne va pas utiliser les mêmes stratégies de communication. Alors, tout dépendant de l'audience, est-ce qu'elle est vaste, est-ce que c'est niché, est-ce que c'est local, ben, on va regarder le coût des moyens, on va regarder leur efficacité, on va regarder quel type de véhicule va vraiment aller vers notre audience. Ça veut dire, est-ce que pour nous, la radio, ça va rejoindre notre audience? Est-ce qu'il y a un journal qui va rejoindre notre audience? Est-ce que, justement, il y a un courrier ou un courriel ou un média social qui va rejoindre notre audience? OK? Alors, tout dépendant de nos objectifs, du coût et de l'audience, on va regarder, dans le fond, l'ensemble des mesures qu'on pourrait prendre. Et quel objectif souhaitez-vous atteindre par la communication? Alors, c'est sûr que vous n'allez pas atteindre le même niveau de connaissances par rapport à différents véhicules. Par exemple, si on est dans mettons, à la radio, c'est habituellement, il y a différentes approches pour arriver à mobiliser, puis il y a différentes approches pour arriver à informer. Alors, il y a c'est vraiment de regarder quel objectif vous avez avant tout pour pouvoir bien choisir le média et le message qui va s'y rattacher. OK? Alors, définir le public cible, ça c'est avant tout, hein, avant de choisir le média, il faut savoir, ben, ça va être qui? Est-ce que ça va être des bailleurs de fonds, des bénéficiaires ou ça va être, par exemple, des commanditaires potentiels, des entreprises potentielles, ou est-ce qu'on veut seulement informer sur notre message? Alors, définir le public cible, est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous ou des valeurs différentes? Parce qu'il faut quand même parler dans un langage qu'ils vont pouvoir comprendre. C'est quoi leur niveau de connaissance par rapport au sujet qu'on veut informer? Alors, si par exemple on parle à la communauté en général pour les informer, ben, on ne va pas nécessairement utiliser le même vocabulaire que si on parle à des journalistes ou des bailleurs de fonds qui s'y connaissent dans le domaine spécifique dans lequel vous opérez. Alors aussi, il faut comprendre à s'adapter à différents publics. Et même si on a des valeurs différentes, si on veut faire un changement, il faut savoir adapter le discours aux différents types d'organisations qui peuvent opérer autour de nous, puis aux différents systèmes de valeurs. Okay? Si on les comprend mieux ou si on peut vraiment comprendre comment ce système de valeurs-là fonctionne, c'est plus facile de pouvoir communiquer avec eux notre message et possiblement les mobiliser. Alors ça, c'est vraiment la roue, OK, des différents publics possibles. OK, alors, par exemple, est-ce que c'est vraiment un message pour une audience économique? Alors, une communication pour but économique, par exemple, des sponsors, commanditaires, des mécènes, des banques. OK? Est-ce que c'est vraiment une communication pour but médiatique? Par exemple, bon, est-ce que c'est pour la presse, la radio, etc.? Est-ce que c'est pour un but politique? Est-ce que c'est pour les autorités
public? Est-ce que c'est des groupes d'influence ou des groupes comme des syndicats? Alors, ça, c'est une autre façon de communiquer. Est-ce que c'est le monde académique qui ont une autre façon de communiquer complètement? Est-ce que c'est la concurrence? Alors, est-ce que c'est d'autres associations ou des groupes de lobby? Ou est-ce que c'est des bénéficiaires? Ou est-ce que c'est la communauté avoisinante? OK? Alors, là-dedans, vous pouvez un peu regarder c'est qui vos audiences pour les différents types de communication. Alors, la reconnaissance de la marque, alors, c'est vraiment important, comme dans toute organisation, c'est important de se créer une marque qui est assez unique. Ça va vraiment améliorer vos investissements, OK? Parce que chaque fois que vous investissez dans des communications marketing, si vous n'avez pas une marque stable et fiable qui est efficace, c'est des efforts qui se perdent un petit peu, OK? Dans le fond, la création d'un logo ou la définition d'une politique graphique, ça permet d'optimiser les investissements que vous faites en communication. Comme ça, éventuellement, vous allez optimiser la reconnaissance de votre organisation. Quand les gens vont voir un certain style de couleur avec des caractères ou un logo, ils vont déjà savoir c'est qui, ils vont déjà savoir c'est quoi le type de service, même s'ils ne sont pas au courant de l'exactitude de toutes les activités. Ils vont savoir un peu de quoi ça parle. Alors déjà, vous avez gagné de la reconnaissance. Après ça, au moins, la première étape est passée. Vous pouvez passer. C'est plus facile de passer à la deuxième étape, c'est d'engager. Et la troisième étape, c'est vraiment de passer à l'action. OK? Mais si à chaque fois que vous envoyez une publicité ou une communication, vous changez de marque ou de couleur, ben, vous recommencez vos efforts, OK? De reconnaissance de la marque. OK? Alors, c'est vraiment de stabiliser la politique graphique pour que quand les gens reçoivent quelque chose, j'ai reçu un courriel de telle personne, de telle organisation, c'est simple, c'est déjà en tête. C'est là, puis eux autres, ils reconnaissent, puis ça aussi, ça crée une certaine forme de légitimité dans la communauté parce que la stabilité, c'est un peu forme de confiance et légitimité. Alors, ça favorise, dans le fond, ce sentiment-là dans la communauté. Puis pour vos bailleurs de fonds, c'est sûr que ça va aider aussi. Alors, pour créer un bon logo, essayez d'avoir un logo qui est reconnaissable, clair, simple, okay, qui représente facilement vos valeurs, mais pensez que ça se peut qu'il soit photocopié par vos partenaires en noir et blanc. Essayez d'avoir quelque chose qui se photocopie en noir et blanc puis qui n'est pas tout déformé. Alors, quelque chose qui est créatif, qui est original, comme ça se repère bien, mais qui est sans double sens, OK? Qui n'est pas trop compliqué, qui n'est pas trop songé, que les gens qui restent là pour y penser longtemps, OK? Il faut que ça soit assez simple quand même. Et qui peut s'utiliser dans divers formats. Alors, quand c'est trop compliqué ou trop gros, puis qu'après, il y a des petites lettres, mais sur une carte d'affaires, ça se lit mal. Alors, essayez de penser qu'il va falloir que ça soit imprimé dans différents formats. Alors, pensez à l'internationalisation de vos communications. Je pense souvent à une ancienne collègue à moi qui était directrice d'une association en Colombie-Britannique qui travaillait avec des conseillers en organisation, en family business, en affaires familiales. Puis elle, dans le fond, le titre qu'ils avaient, pour les personnes qu'ils aidaient, qu'ils formaient, c'était Family Enterprise Advisor. Okay? Alors, ça faisait FEA. En espagnol, ça fait LED. Okay? Puis, dans le fond, quand ils sont allés développer au Mexique, sur sa carte d'affaires et sur les cartes d'affaires, son titre, ça faisait FEA. Alors, ça disait à tout le monde qu'elle était LED. Elle était très, très jolie, cette dame, en plus. Mais pour dire que pensez, ça ne veut pas dire que vous allez développer internationalement, mais si vous allez travailler avec des gens internationaux, parce que ça arrive
souvent que le communautaire ou les organisations civiles vont travailler avec des organisations internationales. Oui, des fois, c'est bien de voir qu'on peut s'internationaliser. Alors, pensez à ça un petit peu quand vous allez développer des marques. Je vous ai donné d'autres exemples. C'est sûr que ça arrive souvent dans les compagnies, les grandes organisations parce que eux, ils sont très internationaux. Mais par exemple, Pepsi Cola qui avait tenté de commercialiser son slogan Pepsi Comes Alive. Puis en Taïwan, ça a sorti Pepsi fait sortir vos ancêtres de leur tombe. Puis, dans le fond, une autre société qui avait le mot ball, balle dans son matériel publicitaire, ben, en Amérique latine, bola, ça a quatre significations potentielles, dépendant du pays, mais dans un pays, c'est une certaine obscénité. Alors, dans le fond, faites attention, tout dépendant de ce que vous utilisez dans votre matériel publicitaire. Dans d'autres matériels, si jamais vous allez développer dans d'autres pays, selon le besoin que vous travaillez, par exemple, en arabe, ils lisent dans l'autre sens, alors de droite à gauche. Alors, tout dépendant si vous établissez des normes graphiques puis, ou des graphiques dans votre publicité, eux, ils vont avoir tendance à regarder les graphiques de droite à gauche. Alors, si vous établissez un certain ordre dans vos graphiques, ça ne va pas fonctionner. Alors, j'avais un exemple de ça, par exemple, une société qui avait percé le marché arabophone, qui avait conçu une publicité imprimée seulement avec des images, puis c'était pour les maux d'estomac. Puis c'était un petit bonhomme qui se sentait pas bien, qui prend le médicament, puis après, sur l'autre image, il se sentait mieux. Alors, si on le lit dans l'autre sens, ben, le petit bonhomme se sent bien, il prend le médicament, puis après, il se sent pas bien. Alors, vous voyez, ça a tout un autre sens si on le lit dans l'autre sens. Puis ensuite, il y avait Chevrolet qui a introduit un véhicule qui s'appelle Nova sur un marché d'Amérique latine, mais Nova, ça veut dire n'avance pas. Alors, vous voyez qu'un véhicule qui n'avance pas, ça ne fonctionne pas. Alors, vous pouvez regarder l'ensemble de vos correspondances ou les faire regarder par quelqu'un, idéalement de local, si vous pensez éventuellement avoir des besoins de développer sur d'autres pays. OK? Alors, les éléments visuels, il faut vraiment faire attention à la propriété intellectuelle. Que s'il y a des éléments utilisés, des photos, des images, s'assurer parce que, honnêtement, ça peut coûter cher, OK? Et s'il y a des photos de personnes, s'assurer que les personnes photographiées ont donné leur consentement, puis le ou la photographe aussi. Puis aussi, il peut y avoir, si c'est des enfants, mais il faut que les parents aient donné leur consentement. Puis aussi, il peut y avoir une certaine dimension éthique à prendre des photos de personnes, parfois d'enfants. Alors, certaines façons d'éviter des dangers, OK, c'est de prendre les photos puis de les modifier. Par exemple, vous voyez cet exemple alors qui a été conçu pour, dans le fond, une publicité. Alors, les visages sont cachés. Alors, les éléments visuels, dans le fond, il y a certains éléments visuels qui vont changer rapidement, des statistiques, des chiffres, des résultats, des photos d'événements. Alors, des choses qui changent rapidement, peut-être, des fois, il faut y penser puis dire, ben, peut-être que certaines choses, je vais aller plus sur le site web ou les réseaux sociaux, puis des éléments plus stables, par exemple, un modèle plus stable ou une publicité ou un graphique qui est plus stable, une illustration, des photos, des témoignages, ben, sur une brochure qui va durer plus longtemps dans le temps, toute une année, par exemple. OK? Alors, mais si nos résultats changent constamment à chaque 2-3 mois, puis qu'on a mis une statistique sur une brochure, puis que 3 mois après, les statistiques sont obsolètes, mais c'est étrange, OK? Et des fois, ça prend beaucoup de temps à les changer.
Alors, le site Internet il devrait être vraiment organisé pour son utilisateur. C'est-à-dire que vous ne l'organisez pas en fonction de vos activités, puis comment c'est clair pour vous selon comment ça fonctionne à l'intérieur de l'organisation. Ça, c'est vraiment une intuition. C'est vraiment intuitif de faire ça, de dire, ben, on est organisé de telle façon, alors on va faire le site web de telle façon. Toi, tu t'occupes de ce département-là, cette équipe-là, alors prépare la section pour ça. Toi, prépare la section pour ça. Puis après ça, on va remettre le matériel ensemble. Mais souvent, un bénéficiaire ou un bailleur de fonds, ben, vous savez quoi, il va travailler avec ces deux personnes-là, ces deux équipes-là. Alors, c'est pas nécessairement la meilleure façon de desservir la personne qui se sert de votre site Internet. Alors, c'est de dire, OK, de se mettre dans la place de la personne, hein, que ce soit un donateur, commanditaire, bénéficiaire, dire, moi, si je suis un bénéficiaire, pourquoi je viens sur le site Internet? Peut-être qu'il y a 4 ou 5 raisons. Alors, bénéficiaire, peut-être que si l'audience est bénéficiaire, c'est peut-être m'informer. Alors, si je m'informe de quoi? C'est quoi les services? Alors, on rend accessible l'information pour le type de personne. Ou, par exemple, si d'autres types de personnes qui viennent sur votre site Internet, c'est des bénévoles. Alors, peut-être qu'il y a un gros bouton de dire, ben, participer. Comme ça, ben, c'est quoi après ça qui suit une fois que je participe? Est-ce que je dois absolument faire une application? Comment ça fonctionne pour participer? C'est quoi la mise en valeur de l'organisation? C'est quoi l'engagement? C'est quoi les implications? C'est quoi la procédure? Puis ensuite, donner. C'est quoi les possibilités pour donner? Alors, c'est quoi les types de personnes qui vont venir sur le site web? Puis, comment organiser l'information pour ce type de personnes-là? Et sur la page d'accueil, n'oubliez pas de vous vanter. Vanter les accomplissements. Il y a déjà beaucoup de difficultés pour une organisation à but non lucratif. Il ne faut pas se donner plus de difficultés déjà. Alors, vanter, n'hésitez pas. Puis il faut le mettre à jour de façon très régulière, le site web. Alors, rendre le site web connu. Alors, il faut vraiment faire du cross-marketing. Alors, mettre le site web sur le site web de nos partenaires financiers ou autres. Alors, ça va optimiser le optimization, le Search Engine Optimization, le SEO. OK, alors si on a notre site web sur d'autres sites web, puis si on met à jour notre site web de façon régulière, c'est deux indicateurs qui font que notre site web va éventuellement venir un petit peu en haut dans les recherches, puis s'assurer que notre site web, à l'intérieur des textes du site web, il y a les mots-clés que l'on veut qui apparaissent dans les recherches. Ça veut dire que si, par exemple, on est dans vraiment un secteur pour, je ne sais pas, l'art, par exemple, les artistes dans le besoin, mais il faut vraiment que ces mots-clés-là, artistes et peut-être difficultés financières, soient vraiment présents dans le texte, que notre site web soit mis à jour très régulièrement, puis que, idéalement, notre site web apparaisse sur le site web de nos partenaires. Comme ça, on va optimiser notre site web sans avoir à faire trop de publicité. Aussi, faire apparaître notre site web sur les réseaux sociaux sur lesquels on apparaît. Alors, s'assurer qu'il soit dans d'autres médias ou sur tous nos brochures ou sur tout notre matériel, c'est-à-dire nos cartes d'affaires, notre papier en tête, etc. Puis, on peut aussi créer des URL, des adresses Internet pour notre site web, pour des campagnes spécifiques, pour pouvoir mesurer combien de personnes viennent sur notre site Internet exclusivement pour certaines campagnes. Okay? Alors, ça nous aide à calculer l'efficacité de certaines campagnes. Alors, pour les réseaux sociaux, mais c'est sûr qu'il faut éviter d'être sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de pertinence pour votre organisation. Étant donné que c'est
gratuit en termes d'argent. On a tendance à se dire, ben, on va être partout, mais ce n'est pas gratuit en termes de temps et ça demande un temps très, très, très élevé, OK, de gérer les campagnes sur les médias sociaux. Ça peut être pas l'air à première vue parce qu'on est, la plupart d'entre nous sont sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles, mais quand on gère des campagnes sur les réseaux sociaux pour des raisons professionnelles, c'est pas la même chose. Il y a vraiment une attente, une fois qu'une entreprise ou une organisation est sur les réseaux sociaux, d'avoir une certaine régularité, une certaine fréquence, une certaine qualité, une certaine profondeur. Ça nécessite une stratégie de contenu. Alors, chacun des réseaux sociaux se distingue par la stratégie de contenu nécessaire pour être sur le réseau. Par exemple, si nos bénéficiaires font de l'art ou des dessins ou de la thérapie par la peinture, ben, peut-être qu'un réseau social qui met en valeur l'art et les dessins, ça serait super. Ou si on prend beaucoup de photos dans nos événements, peut-être que Instagram est un bon réseau social, mais si on a beaucoup de vidéos, de contenu vidéo, peut-être YouTube est une bonne plateforme également. Alors, tout dépendant de ce qu'on veut projeter comme information, si on a beaucoup d'informations, puis on a beaucoup de capsules vidéo, YouTube peut être une très bonne plateforme. Alors, si on gère beaucoup d'événements, Facebook devient une très bonne plateforme aussi parce qu'on peut gérer l'événement, les paiements, les inscriptions. Alors, ça dépend vraiment du type d'organisation que vous avez. Alors, avant tout, il faut établir une liste des ressources que vous avez. Est-ce que vous avez des contenus? Parce qu'il faut gérer des contenus. Les réseaux sociaux, c'est à propos de contenu. Est-ce que vous avez des écrits, des vidéos, des films, des photos, des événements, des dessins, des arts? Ou est-ce que vous, c'est plus des nouvelles au quotidien? Alors, peut-être Twitter, ça serait peut-être intéressant. Alors, regardez c'est quoi les ressources disponibles. Puis ensuite, dépendant des contenus et des audiences cibles, puis de vos bénéficiaires, mais vous pouvez choisir un ou deux. Essayez de limiter. Choisissez les plus pertinents. Si vous avez 3, OK, mais essayez de limiter à ceux qui sont les plus pertinents. Évitez d'être partout, mais quand même, réservez votre nom dans les autres réseaux sociaux, même si vous ne les utilisez pas pour éviter que quelqu'un les prenne. Alors, faites la recherche sur, dans le fond, les autres organisations. OK. Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste pour comparer, pour voir les pratiques que vous voulez mettre en place, puis les pratiques que vous voulez éviter. OK. Connaître les médias sur lesquels vous voulez travailler, puis établir les objectifs. Est-ce que c'est vraiment de la sensibilisation? OK. Puis il faut que les objectifs soient clairs. Est-ce que c'est vraiment acquérir des ressources financières? Est-ce que c'est aller chercher des bénévoles? Alors, quels sont nos objectifs? Est-ce que c'est informer? Établir un calendrier. Alors, c'est mieux d'avoir un calendrier un petit peu plus distancé dans le temps, par exemple une fois par semaine, que de se dire on va faire à chaque jour, puis de manquer 3 jours parce qu'on n'est plus capable, puis de penser que quand la personne qui fait les réseaux sociaux chez vous est en vacances, il faut penser à quelqu'un qui va la remplacer parce que c'est pas parce que la personne est en vacances que les réseaux sociaux sont en vacances. OK? Alors, sélectionner les bons médias en fonction des objectifs et développer une stratégie adéquate en fonction de chaque médium. Alors, vous ne pouvez pas dire, ben, moi, j'ai une stratégie YouTube que je vais après transférer sur Facebook. OK? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir une stratégie qui est vraiment en fonction du réseau. Alors, définir la stratégie de contenu. Alors, choisir le ton et la voix qui représentent bien votre organisation, ses valeurs, ses principes et établir une fréquence adéquate. Alors, qualité versus quantité. Pour une organisation de ce type-là, c'est beaucoup mieux d'avoir une qualité parce que vous établissez une certaine légitimité, une expertise, plutôt qu'être là tous les jours. OK? Alors, c'est mieux d'avoir quelque chose de qualité.
et gérer la marque au quotidien. Alors, utiliser les bonnes tailles d'image pour chaque réseau. Par exemple, sur Facebook et LinkedIn, ce n'est pas du tout les mêmes tailles d'image. Alors, on ne peut pas transférer nécessairement les mêmes images sur LinkedIn. Et ce n'est pas nécessairement bien non plus de transférer votre campagne Facebook à LinkedIn. Alors, ça, c'est quand même utiliser les bonnes tailles, les bonnes campagnes pour chacun. Varier les contenus. Alors, essayer d'avoir des contenus stimulants. Donc, pas tout le temps la même chose. Prochain événement, prochain événement, prochain événement. Mais aujourd'hui, mettons, c'est un article d'un expert. Dans 2 jours, c'est un événement. OK? Alors, avoir des choses intéressantes et traiter les commentaires négatifs avec grâce. OK? Ça se peut qu'il y ait des commentaires négatifs. Ça arrive à toute organisation, mais la manière dont vous les traitez, ça fait partie de votre identité d'organisation. Et essayez de ne pas utiliser du slang, à part si ça fait partie de votre identité. Alors, si par exemple, vous travaillez avec des jeunes, peut-être que le slang, ça fait partie de votre identité et là, à ce moment-là, ça pourrait être pertinent. Mais à moins que ce soit le cas, bien, on vous recommande de ne pas le faire. Et faire des concours qui sont intelligents et pertinents. Parce que des fois, c'est tentant de faire des concours pour avoir attirer plus de communautés, plus de bénévoles, plus de personnes, plus de visibilité, mais des concours qui sont pas faits intelligemment et trop de concours, ça manque d'efficacité. Alors, c'est mieux d'en faire moins, de le faire de façon efficace. Et alors on ne fait pas de transfert d'affichage d'une plateforme à l'autre, c'est pas optimal. Okay? Et aussi, c'est ça, la gestion de la marque et du risque. Alors, réservez vos noms d'utilisateurs, même sur les plateformes que vous n'allez pas utiliser, parce que quelqu'un d'autre peut le faire pour vous. Puis à ce moment-là, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire avec ce nom. Puis, faire un plan en cas de désastre. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une crise dans votre organisation? Par exemple, si vous faites des affaires, on ne sait jamais ce qui arrive, mais s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire pour remettre en place vos communications? OK, par exemple, un gestionnaire qui utilise des fonds, ça sera quoi votre plan de communication? Et aussi, rechercher les hashtags avant l'utilisation parce que vous assurez d'être associé à des hashtags pertinents et appropriés. Et il faut évaluer vos résultats sur les réseaux sociaux face aux objectifs que vous avez établis. Pour les relations publiques, il faut vous établir une base de données et personnalisée par thématique que vous les communiquez avec les médias. Il faut vraiment entretenir des contacts réguliers. Okay? Régulier, ça ne veut pas dire à chaque semaine, mais régulier, ça veut dire les contacter pour être toujours dans leur esprit. Être à l'écoute. Okay? Ils ont des contraintes. Il faut savoir ce qu'eux ont besoin. Puis, vraiment essayer de conjuguer avec ce qu'eux ont besoin. Par exemple, eux, ils ont besoin d'informations qui sont vérifiables, d'actualité, claires. Ils ne veulent pas de jargon, même s'ils recherchent un expert. Ils veulent pas, c'est pas l'expertise du jargon qu'ils veulent. Ils veulent quelqu'un qui est capable de vulgariser des éléments à un public généraliste la plupart du temps. Alors, ça, c'est vraiment clarifier les attentes. Ne pas privilégier un média par rapport à un autre. Alors, ils auront besoin d'objectivité également. Puis, éviter les conférences de presse la fin de semaine, à moins qu'il y ait une urgence. Alors, les relations publiques, il faut vraiment s'établir des objectifs clairs. Il faut identifier dans notre année des événements ou des projets qu'on a qui sont dignes des médias. Alors, pour une organisation, souvent, tout ce qu'on fait, c'est digne des médias parce qu'on est tellement fiers, puis on a raison d'être fiers. Mais il faut se dire, OK, si moi, je lisais le journal, est-ce que je lirais ça? Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que c'est intéressant? Puis comment je le rends intéressant? C'est quel angle que je pourrais utiliser pour rendre ça intéressant pour quelqu'un? Puis, communiquer avec une stratégie efficace, juste certains éléments de l'année en communiqué de presse, OK, pour attirer vraiment les médias sur les événements ou projets clés de l'année.
Alors, un communiqué de presse, ben, c'est vraiment la date, la raison sociale et le titre, un titre impactant, OK? Vraiment, c'est impactant. Là, après ça, il y a le chapeau. OK? Un chapeau, c'est 4-5 lignes au max. OK? C'est vraiment, il faut vraiment s'habiliter à faire un texte concis parce que ça, c'est le seul texte que le journaliste va voir avant qu'il décide de cliquer sur le communiqué de presse. Puis après ça, vous pouvez avoir un développement. C'est le développement d'environ une page. Vous pouvez mettre une photo et le nom d'une personne de référence et les coordonnées. Mais vraiment, si vous habilitez à faire un chapeau, un texte de 4-5 pages, c'est 2 à 3 phrases impactantes qui, avec le minimum de mots, qui donnent le goût de lire le reste. Okay? Qui dit assez bien de quoi ça va parler, qui donne le goût d'en lire plus. Alors, la conférence de presse, dans le fond, ça coûte un peu plus d'argent. C'est quand même des coûts élevés parce qu'il faut organiser une conférence de presse. Alors, c'est pour des plus gros événements. Des fois, c'est financé par un donateur parce que le donateur, en même temps, il nous demande souvent de dire mais comment on va publier, par exemple, notre programme, nos activités. Alors, on peut mentionner, ben, pour cette activité-là, on va faire une conférence de presse parce que ça s'aligne avec les objectifs. Alors, ça nous permet de diffuser l'information à un groupe de journalistes. Ça favorise la création de contacts directs avec les gens de la presse. Mais il y a des questions que possiblement imprévues de plusieurs journalistes. Puis, ça doit être justifié par un événement quand même assez important. OK? Alors, si on veut que ça soit réussi. Et le dossier de presse, c'est le dossier qu'on remet aux journalistes lors d'une conférence de presse. C'est à peu près 5 à 10 pages. Puis, on peut l'envoyer aux journalistes qui n'ont pas pu se présenter. Alors, il peut y avoir des photographes, des photos, il peut y avoir des schémas, etc. et des documents complémentaires. Le rapport d'activité à la fin de l'année, c'est vraiment préparé pour les membres du CA et dans le fond, les membres de l'organisation. Alors, ça peut faire partie vraiment de la stratégie marketing, puis ça aide à établir la stratégie marketing pour l'année suivante. Alors, il faut, dans le fond, établir des objectifs clairs pour le rapport d'activité, parce que des fois, le rapport d'activité même, ça nous aide à aller faire de la recherche de fonds. Alors, même de la manière qu'on le design et tout ça, si on a des objectifs clairs en tête, comment on va l'utiliser, est-ce que c'est pour mobiliser des instances gouvernementales, est-ce que c'est pour aller faire de la recherche de financement, est-ce que c'est pour remercier les bénévoles, est-ce que c'est pour remercier les bailleurs de fonds? Enfin, déjà là, il faut établir des objectifs. Pourquoi on fait notre rapport d'activité? C'est quoi les activités qu'on a fait? Comment ça a été financé? Puis, ça doit être publié au plus tard les 4 mois qui suivent l'exercice. OK? Parce que si c'est plus tard, c'est plus pertinent parce que ça ne nous permet pas de rediriger les activités sur l'année qui suit. OK? L'année est déjà trop avancée. Et l'évaluation, dans le fond, de nos activités. Alors, il faut s'assurer de contrôler au cours de l'année l'implantation. Est-ce que, dans le fond, chacune de nos activités marketing, communication, les objectifs ont bien été atteints? Est-ce qu'il y a des ajustements au besoin? S'assurer de responsabiliser les équipes, évaluer les impacts des projets et mesurer en fonction des investissements en temps et en argent. Dire que, par exemple, des campagnes, médias sociaux, des fois, ça coûte pas cher ou ça coûte moins cher en argent, mais ça coûte cher en temps. Alors, il faut quand même évaluer ça également. Puis, évaluer si les objectifs ont été atteints, réviser et corriger. Alors, question pour vous. Quel type d'audience une organisation sociale peut-elle viser par ses communications? Quels sont les éléments à évaluer pour choisir les médias sociaux sur lesquels s'investir? Et quel type de jargon faut-il utiliser pour s'adresser aux médias?